RCF. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons désormais comme chaque semaine pour ce nouveau rendez-vous avec l'association Normandie Welcome pour vous présenter la Normandie autrement à travers des rencontres positives et solidaires des acteurs économiques normands. Nous sommes Brendan Motto et Lucille Ferrier et aujourd'hui nous recevons Fabrice Échard. Bonjour Fabrice. Bonjour. Pour commencer Fabrice, pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel ? Alors moi je suis enseignant depuis 30 ans, donc 8 ans sur Laval, 20 ans sur Caen, au lycée Sainte-Ursule. Après un bref passage en Bourgogne, là mon projet professionnel me destine désormais vers Orléans comme directeur adjoint d'un ensemble scolaire. Vous avez enseigné avant ou vous avez toujours suivi ce cursus pour être directeur adjoint ? Alors j'ai été prof je suis prof depuis 30 ans et la fonction de direction c'est depuis cette année, enfin quand je parle de cette année, c'est cette année scolaire. Voilà. Même si j'avais des responsabilités au lycée Sainte-Ursule à Caen en m'occupant des BTS, donc là maintenant je me destine véritablement vers un poste de direction. Vous enseignez quoi du coup ? Alors moi je suis professeur d'économie-gestion, donc voilà, et j'ai enseigné principalement en BTS. La transition n'a pas été trop dure de passer de l'enseignement à un poste plus administratif ? La transition s'est faite naturellement puisque quand j'étais prof à Laval, on m'avait sollicité, je m'étais investi, et puis progressivement quand vous investissez, on vous confie des responsabilités, puis voilà, donc ça s'est fait, j'allais dire, très naturellement, et puis c'était une volonté de ma part de m'impliquer dans la vie d'un établissement scolaire. Ne pas être simplement un prof qui fait ses cours et qui reparle aussitôt après. Et c'est quoi justement la vie dans un établissement quand on le dirige ? Alors ma mission c'est d'accompagner les jeunes, donc sur tout ce qui concerne l'orientation déjà. C'est la bonne période en ce moment avec Parcoursup. Voilà. Et, c'est les accompagner aussi sur la définition de leurs projets professionnels. Savoir ce qu'ils ont un peu dans le ventre, quelles sont leurs aspirations, etc. Et puis les accompagner humainement aussi, c'est-à-dire qu'on ne forme pas simplement des futurs employés dans les entreprises, on forme également des citoyens et puis on essaie de leur inculquer que tout être humain doit avoir des valeurs et puis on essaie de les accompagner pour qu'ils grandissent et qu'ils ressortent bien aguerris pour la vie future. Voilà. Et quels sont du coup les conseils que vous leur donnez, les clés pour qu'ils arrivent à réaliser leur projet ? Alors il y a plusieurs portes d'entrée, soit à partir d'une passion, donc ça peut être un élément clé, et puis en leur posant la question par exemple, comment vous voyez dans 5 ans, dans quel type d'entreprise, etc. Alors ça peut être des projets complètement différents d'un jeune à un autre. Donc là j'ai rencontré un jeune la semaine dernière, il est dans une section informatique et il est passionné de design. Donc on cherche à l'accompagner pour qu'il se réoriente vers une nouvelle formation. Donc pour moi une orientation, une réorientation, c'est pas forcément une chose simple en soi, mais il faut les accompagner vers un nouveau projet professionnel. Oui, parce que vous disiez dans 5 ans, mais en 5 ans, la personne peut évoluer et complètement... Complètement. On peut très bien avoir des jeunes qui ont un projet actuellement, et puis le fil des rencontres, ça peut complètement changer. Je crois qu'il y a une statistique qui dit qu'en 2025, il y a 75% des métiers qui n'existent pas encore. Voilà, donc avec le numérique maintenant, il y a un éventail de professions qui existent et puis d'autres vont disparaître ou évoluer. Vous avez beaucoup de profils justement qui se tournent vers le numérique ou ça reste sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui ? J'allais dire que maintenant les jeunes sont baignés avec le numérique. Alors sans être caricatural, on se demande s'ils n'ont pas le téléphone portable dans le berceau. Mais maintenant, c'est une réflexion qu'il faut avoir aussi sur la pédagogie et en utilisant le téléphone portable, l'ordinateur, enfin... Il y a eu tous les logiciels qu'ils connaissent et puis tous les réseaux sociaux. Maintenant, c'est une nouvelle approche qui... c'est une génération connectée maintenant qu'on forme. Donc, faut être
faut accepter ce défi, même si nous on est un peu anciens, il faut accepter ce défi-là. Oui, j'allais dire qu'aujourd'hui, pour nous, les jeunes, c'est pas spécialement un défi puisque ils baignent dedans, comme vous disiez. Du coup, je pense que c'est important, notamment pour les apprentissages. En tant qu'enseignant, si on fait un cours magistral pendant 55 minutes, au bout de 10 minutes, on a perdu la quasi-totalité des élèves. Donc, il faut varier, les activités, et puis différencier ses supports, vidéo, Internet, recherche Internet, construction d'une capsule. Maintenant, il y a des nouvelles pédagogies, c'est les classes inversées qui sont un peu les tendances maintenant. C'est-à-dire que les jeunes reçoivent les apports théoriques chez eux, se les approprient, puis après, c'est les explications des applications, etc. Mais c'est une autre démarche, donc il faut varier les activités. C'est comme si vous deviez manger des haricots verts toute la journée. Voilà, donc il faut varier les plaisirs. Donc les outils pédagogiques évoluent dans le bon sens, selon vous. Alors, il faut pas en faire une panacée. Enfin, ça c'est ma version personnelle. Le tout numérique, ça dépend ce qu'on en fait, quoi. Donc, quand on sait que les jeunes sont un peu... Alors, c'est un sociologue qui considère que les téléphones portables, c'est un doudou électronique. Donc, il faut savoir s'approprier ces outils pour vraiment que ce soit un outil, quoi. On ne fait pas du numérique pour du numérique. C'est un apport supplémentaire pour la pédagogie. C'est vraiment un élément clé. En ce qui me concerne, c'est vraiment un élément déterminant dans la pédagogie. C'est un plus. Mais on ne fait pas de la pédagogie uniquement avec le numérique. Il faut varier ces activités. Est-ce qu'il y a des activités qui restent purement analogiques, on va dire, pour prendre le contraire du terme de numérique ? Il y a certaines activités ou certaines notions, il faut passer par la théorie. C'est quand vous expliquez un courant de pensée en économie, quand on parle de Ricardo, quand on parle de Keynes, à un moment, il faut expliquer. Il y a des notions, mais au bout d'un moment, si vous faites gratter pendant 1 heure les élèves, ils ont mal au poignet à la fin. Ils décrochent complètement. Donc voilà, faut varier les plaisirs, varier les activités, puis être conscient que les jeunes maintenant sont hyper connectés. Et moi, je leur demande souvent en entretien de recrutement comment vous vous informez. Alors, la plupart du temps, à 90%, ils me disent les réseaux sociaux. Donc maintenant, il faut savoir déchiffrer toute l'actualité. Il y a tellement de fake news maintenant, il faut savoir repérer le faux du vrai. Eh bien, nous allons maintenant nous retrouver avec notre invité, donc Fabrice Séchard, après une très courte pause musicale. À tout de suite. Il faut varier ces activités. Est-ce qu'il y a des activités qui restent purement analogiques, on va dire, pour prendre le contraire du terme de numérique ? Il y a certaines activités ou certaines notions, il faut passer par la théorie. C'est quand vous expliquez un courant de pensée en économie, quand on parle de Ricardo, quand on parle de Keynes, à un moment, il faut expliquer. Il y a des notions, mais au bout d'un moment, si vous faites gratter pendant 1 heure les élèves, ils ont mal au poignet à la fin. Ils décrochent complètement. Donc voilà, faut varier les plaisirs, varier les activités, puis être conscient que les jeunes maintenant sont hyper connectés. Et moi, je leur demande souvent avec un certain plaisir. Qu'est-ce qui vous a séduit en fait au sein de Normandie Welcome pour en devenir bénévole ? Ce qui m'a séduit, c'est l'esprit start-up. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, beaucoup de dynamisme, donc pour des gens qui sont un peu plus anciens, comme ma génération, donc ça permet de rebooster un peu, puis de rentrer dans une nouvelle dynamique. Le caractère associatif où il y a tout à faire, donc il faut prendre les idées là où elles sont, donc ça permettait d'être très créatif, et puis le dynamisme d'Astrid qui est vraiment une locomotive, un pilote, ça permet de donner à cette entreprise au sens premier du terme un dynamisme et un allant qui ne peut être que convaincant, c'est-à-dire que Astrid a cette capacité, ce charisme pour emporter les foules.
Qu'est-ce que vous avez fait comme action en tant que bénévole sans l'association ? Oh, j'allais dire, j'étais une petite main. Alors, c'est-à-dire que j'ai aidé Astrid, par exemple, sur l'aspect comptabilité, quand tous les ans, il y a cette tâche un peu ardue de retrouver les pièces comptables pour faire en sorte que l'expert comptable puisse y retrouver. J'ai fait de la recherche d'entreprises qui pouvaient faire du flocage alimentaire, notamment pour les cadeaux pour Normandie Boutique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai participé à l'organisation de l'Assemblée Générale où je devais faire une prospection des producteurs locaux qui pouvaient être présents lors de cette manifestation. Enfin, et diverses choses. Voilà. Est-ce que être bénévole pour vous, c'est une sorte d'accomplissement personnel ? Quelque chose que vous faites en plus que vous n'auriez pas pu nécessairement faire professionnellement ? Alors, j'allais dire que le bénévolat, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors, pas tellement ma mère, mais mon père était investi dans des associations de parents d'élèves, dans une association de promotion du vin d'Anjou, enfin voilà. Et puis, pour moi, c'est vraiment un élément clé, c'est-à-dire il faut savoir consacrer du temps aux autres. Donc, le bénévolat est pas recherché. Alors, on y trouve une satisfaction personnelle, mais ça fait vraiment, pour moi, c'est un moteur dans la vie. Alors, moi, j'étais investi dans les associations de parents d'élèves, dans un club de judo, dans le scoutisme, voilà. Donc, maintenant, j'ai pris un peu de recul parce qu'il faut savoir laisser sa place, parce que le bénévolat, c'est très chronophage et ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut que les uns et les autres s'investissent, mais on s'aperçoit généralement dans le bénévolat, dans les différentes structures, on retrouve toujours les mêmes personnes. Et est-ce que du coup, vous inculquez ça à vos élèves, le fait de faire partie d'une association, d'être bénévole ou... Il y a des choses très simples. Le bénévolat, là, je prends un élève là, que j'ai qui s'appelle Julien. Il est en première année de BTS. Il est investi dans un club sportif. Il fait de l'encadrement d'enfants qui ont 7 ou 8 ans. C'est déjà une première approche. Donc, le bénévolat, ça peut être plein de choses. Ça peut être faire une collecte de denrées alimentaires, même dans un cadre scolaire. C'est déjà une première chose. Donc, après, s'investir, c'est un peu plus compliqué. Faut y consacrer du temps. Moi, je sais que j'ai consacré des semaines, voire des week-ends, notamment dans le cadre du scoutisme. Donc, il faut savoir faire des choix. Puis, à un moment, il faut savoir passer le relais. Parce qu'en général... quand vous faites une assemblée générale, vous trouvez facilement le secrétaire, le trésorier, un peu moins, mais bon, s'il y a des personnes qui sont intéressées par la comptabilité. Puis le président, en général, les gens regardent leurs chaussettes. Donc voilà, il faut savoir s'investir et puis de dire stop, on arrête, et puis passer le relais. Et quand on est un bénévole, on est là que de passage. C'est vraiment, on a reçu un témoin, il faut le repasser. Voilà, mais pour moi, c'est un élément essentiel parce que c'est une découverte de la vie en société et puis ça permet de rencontrer des personnes parfois avec des personnalités très diverses et des parcours très différents. Et pour moi, c'est quelque chose de très riche. Quand vous me parlez de passer le relais, c'est-à-dire que vous montrez à la personne qui va prendre votre succession en fait où en est le travail ou passer le relais, c'est par exemple dire clairement, voilà, quand vous acceptez une mission, voilà, c'est ma dernière année. Donc au moins les gens se préparent et dire, voilà, il faut que les personnes... Et puis effectivement, passer le relais, c'est transmettre les informations, etc. Donc c'est... quand on reçoit une mission, il y a des personnes qui nous ont accompagnés. Moi, j'étais trésorier pendant très longtemps de Mouvement Scout. La personne qui me précédait m'a passé toutes les informations pour transmettre, surtout quand vous gérez une dizaine de comptes bancaires. Donc il faut vraiment, il y a toutes ces démarches là. Après, ça peut être donc quand j'étais secrétaire d'un club de judo, bon là c'était assez basique, c'était faire les comptes rendus des réunions, les convocations. Mais bon, au moins le club pouvait fonctionner pour ces petites choses-là. Voilà. Donc, le bénévolat, c'est pas forcément s'investir, être président, trésorier, secrétaire, c'est donner un coup de main à un moment donné. Moi, j'ai vu ça dans les associations de parents d'élèves. Il y a des parents qui sont prêts à donner un coup de main, mais ils vont être là, par exemple, pour l'organisation de la kermesse, par exemple. Mais par contre, on les verra pas à un autre moment. Mais on sait qu'ils seront là à ce moment-là. Donc voilà, il faut savoir capitaliser ces énergies, ce dynamisme à des moments clés.
parce que se consacrer pleinement dans une association, ça peut être très chronophage. Donc il faut savoir à un moment poser ses jalons. Comme on dit chez les scouts, le premier devoir du scout commence à la maison. Donc à un moment, il faut savoir s'arrêter. Nous allons retrouver notre invité après une pause musicale. Nous allons écouter du Charles Aznavour. RCF. Nous sommes à nouveau avec Fabrice Échard et nous allons parler de votre relation avec la Normandie, le lien personnel que vous avez avec elle. Il est très simple. Ma belle famille est normande. Voilà, d'origine bretonne, donc sur la région de Flers, à Flers exactement. Donc je suis arrivé en Normandie en 1996, j'étais sur Laval, je cherchais à changer de région, ma femme m'a dit pourquoi pas Caen. Alors donc j'ai opté pour Caen, puis j'ai été pris à Caen dans un lycée, donc voilà, j'y suis depuis pratiquement 22 ans. Quel lien, les valeurs défendez-vous de la Normandie ? Une Normandie conquérante, voilà. Alors c'est facile à dire, voilà, c'est l'espace maritime, je crois que c'est un des espaces maritimes les plus grands au niveau des régions françaises. Puis moi qui suis passionné par la mer, dès que je vois la mer, je revis. Voilà, donc puis ce dynamisme, l'esprit viking d'une certaine façon, même si je suis pas normand d'origine, je le suis maintenant de cœur. C'est cette volonté d'aller de l'avant, d'être ouvert, voilà, cette volonté de découvrir, voilà. Et puis la Normandie a cette diversité de paysages qui est fort sympathique. Est-ce que vous avez un endroit qui pour vous est vraiment incontournable en Normandie? Alors, je vais choquer les Bretons, c'est le Mont-Saint-Michel. Oula, sujet qui fâche là. C'est la petite guéguerre. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le Mont-Saint-Michel. C'est vraiment un lieu magique. Moi, j'y suis allé à plusieurs reprises. Et moi, j'y suis allé notamment puisqu'il y a une communauté religieuse pour faire une retraite. Et puis, se retrouver sur le Mont-Saint-Michel en pleine nuit quand il n'y a plus les touristes. Ça doit être sublime. C'est d'un calme, c'est d'un reposant, c'est d'une sérénité, et puis de voir le Mont-Saint-Michel de nuit, c'est vraiment, voilà, c'est magique. Pour moi, c'est un des lieux normands que je préfère. Bon, il y en a d'autres, mais pour moi, d'emblée, c'est la réponse que je donnerais. Du coup, si vous deviez conseiller un endroit, c'est celui-là. Bah oui, et notamment faire les traversées des grèves, même quand l'eau est très très fraîche. Ça laisse un souvenir impérissable. La Normandie de demain, vous l'imaginez comment ? La Normandie demain, comment je l'imagine ? Alors, il semblerait que quand on pose la question aux étrangers, quelle est la région de France qu'ils connaissent le mieux, c'est la Normandie. Voilà. Et il semblerait que, quand on parle de la France, ils citent d'emblée la Normandie. Alors, est-ce que c'est lié aux événements liés lors de la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais quand on parle des États-Unis, on pense tout de suite Californie, par exemple. Mais la France, c'est la Normandie. Alors, le fait que la Normandie soit maintenant j'allais dire indivisible, depuis la loi NOTRe, ça donne vraiment un atout supplémentaire pour faire connaître cette région. Et puis, la Normandie a quand même ses attraits gastronomiques. Alors, quand on est un peu pour reprendre une expression, un peu de la gueule, on apprécie quand même les bonnes choses. Hein. Il y a vraiment un éventail de produits gastronomiques qui sont quand même très attrayants. Niveau gastronomie, par exemple, qu'est-ce que vous préférez dans la gastronomie normande ? Alors, je vais faire une réponse en deux temps. Je vais faire une réponse en deux temps. Alors, ça va pas être neutre, c'est complètement... Alors, déjà, d'aller déjeuner ou dîner chez Stéphane Carbone, qui est un de nos amis, ma femme et moi. Donc, on y mange très très bien. Et s'il y avait un plat, par son intermédiaire, j'ai eu l'occasion pour un anniversaire, je crois, une déclinaison de Saint-Jacques, du début à la fin, c'est divin.
Ça donne faim. Oui, ça donne faim. Eh bien, nous vous remercions de nous avoir fait découvrir votre Normandie, Fabrice Échard. Rappelons que toutes nos rencontres sont là pour valoriser la diversité de notre savoir-vivre et notre savoir-faire normand. Continuons à cultiver ces relations positives et nous aurons donc le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.